Chers conflanais, comme annoncé il y a quelques semaines, j'ai souhaité vous associer aux échanges que la ville entretient régulièrement avec SFR XP Fibre. C'est en effet XP Fibre qui a été choisi par l'État pour se charger du déploiement de la fibre optique au sein de notre commune. Trop de problèmes de connexion perdurent et face à l'absence de résultats, votre patience est mise à l'épreuve et je comprends parfaitement l'exaspération de plusieurs d'entre vous. Aussi, cette rencontre est organisée pour faire remonter vos questions et les problématiques récurrentes sur la ville, mais surtout pour vous apporter des éléments de réponse concrets. C'est donc M. Jean-Claude Briet, délégué régional Île-de-France du groupe Altis, qui aura la charge de répondre à vos doléances. Vous avez été plus d'une centaine à nous solliciter à l'adresse question.fibre@mairie-conflans.fr et je vous en remercie. Monsieur Briet, avant de commencer, permettez-moi de rappeler quelques éléments. Tout d'abord, l'objectif de notre pays dans le cadre du plan France Très Haut Débit est de garantir un accès au très haut débit à la fin de l'année 2022 et un accès principalement à la fibre optique jusqu'à l'abonné en 2025. À Conflans-Sainte-Honorine, l'État a retenu la candidature de SFR, devenue XP Fibre, pour déployer l'infrastructure de fibre optique. Enfin, il appartient à l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques ainsi qu'au ministre en charge des communications, de contrôler et de sanctionner les opérateurs au titre de l'exploitation de leur réseau de fibre optique. Récemment, la Cour d'appel de Versailles a rappelé dans un jugement du 5 janvier 2023 que les mairies ne disposent pas d'un pouvoir de sanction en la matière, pas même celui d'ailleurs de prendre un simple arrêté municipal pour rappeler les opérateurs à leurs obligations. Alors pour arriver aux questions concrètes, le but c'est de nous aider à comprendre ce qu'il se passe à Conflans-Sainte-Honorine. Comment expliquer que des conflanais sont privés de connexion, parfois pendant plusieurs mois. Les incidents sont là, nous peinons parfois à connaître leur origine, mais néanmoins nous constatons quand même des problématiques sur des armoires bien localisées. Alors pourquoi la situation est-elle dégradée? Est-ce que la ville de Conflans-Sainte-Honorine est un cas isolé? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à tous. Non, malheureusement, la ville de Conflans n'est pas isolée. Je ne dirais pas que la ville de Conflans est moins touchée que les autres, mais elle est quand même moins touchée. Par contre, là où il y a des dégradations, là où il y a des problématiques, c'est des zones bien identifiées dans la ville. En effet, c'est fortement dégradé. Et c'est la raison pour laquelle, avec le régulateur que vous évoquiez, l'ARCEP, on a décidé un plan régional de reprise de parties de réseau. D'accord ? Il y a plusieurs communes d'Île-de-France qui sont concernées sur la totalité de leur périmètre. Conflans est concerné pour 14 zones particulières, 14 armoires, et toute la zone de chalandise derrière, qui vont être refaites de bout en bout. Voilà, on a déjà commencé sur le terrain, et l'idée est de remettre à plat tout le réseau, de vérifier la totalité de la continuité du réseau. On sait qu'aujourd'hui, ce réseau, il est dégradé, cassé, 20 à 30% des fibres ne fonctionnent plus. Elles ont été pliées, détériorées, et c'est le sujet que rencontrent nos abonnés, puisque je suis aussi un opérateur commercial, les abonnés de tous les opérateurs, ils ont un jeu de chaises musicales parce qu'il n'y a que 6 fibres sur un boîtier qui sont utilisables et il y a maintenant 8 abonnés potentiels. Donc c'est ce qu'on va remettre à plat sur ces 14 zones et on a déjà commencé de reprendre 4 armoires. Il y a une critique justement qui revient souvent sur les armoires, c'est celle de leur dimensionnement. Comment expliquer la situation apparente de saturation des armoires? Alors, il peut y avoir plusieurs points. Il peut y avoir une saturation réelle, pas de l'armoire, mais des points de branchement optique que les abonnés ou que les conflanés voient sur les poteaux, ces petits boîtiers. Il y a 12 positions, il y en a 10 qui sont exploitables, il y en a 2 de réserve. Et s'il y a une division parcellaire, eh bien, il peut y avoir 11, 12, voire 13 lots au lieu de 10 initialement. Donc ça, on identifie les problématiques et on remet un boîtier. Ça peut être une cause de saturation réelle. Après, il y a une saturation virtuelle qui est dans l'armoire. On a ce qu'on appelle des jarretières, des fibres optiques qui se baladent, les plats de spaghettis, quand ils sont mal faits, et il y en a plein qui ne sont plus utilisés. Quand un abonné A passe chez un opérateur B, la fibre qui était utilisée par l'opérateur A n'est pas défaite, n'est pas retirée.
Et donc, elle va rester en position. Et donc, aujourd'hui, on a des armoires avec, on va dire, 100 fibres. Il y en a 40 qui ne servent à rien, qui sont juste des fibres utilisées par des anciens abonnés, des anciens opérateurs. Donc ça, c'est un sujet qu'on essaie de motiver tous les opérateurs commerciaux pour qu'ils retirent les fibres au fur et à mesure. Dans le terme technique, ça s'appelle dépollution. Mais ce mot dépollution, il est assez clair. C'est-à-dire qu'on retire tout ce qui ne sert à rien. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, il peut y avoir une saturation de la partie qu'on appelle le coupleur, la partie qui est à gauche de l'armoire, qui appartient aux opérateurs commerciaux. Ils ont un nombre de positions par pizza, on va dire, pour faire simple. Et si ils n'ont pas un nombre de pizzas un nombre suffisant de pizzas, eh bien, il va y avoir un manque de place. Et ça relève de l'opérateur commercial. Ça ne relève pas de l'opérateur d'infrastructure. Voilà. Et donc précisément, lorsque nous voyons des techniciens intervenir dans les armoires, c'est pour régler ce type de situation. Et qui est censé intervenir dans les armoires? Alors, ça c'est un vrai sujet. L'opérateur d'infrastructure construit une infrastructure et il la met à disposition des opérateurs commerciaux. Ça, c'est la régulation. C'est la réglementation qui est en place aujourd'hui. Ce sont les opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants qui font les raccordements, qui font la maintenance, qui vont vérifier s'il y a un débranchement de la fibre dans l'armoire. L'opérateur d'infrastructure n'intervient que si l'opérateur commercial n'est pas capable de réparer, de redonner du service à son client. Ça peut être une fibre qui est cassée sous les trottoirs. Donc ce n'est pas à lui de faire ça. Ça, c'est à nous. Mais nous, opérateurs d'infrastructure, on intervient uniquement si on a un ticket d'incident qui est créé par l'opérateur commercial. Et là, on flèche un des premiers dysfonctionnements majeurs du système, c'est que le sous-traitant qui est sur place, qui va avoir X raccordements à faire par jour, X interventions à faire par jour, va faire des comptes rendus d'intervention bâclés et il ne va pas signaler le bon désordre. Il va dire problème de continuité optique, or c'est pas ça. Il va dire fibre cassée, or c'est pas ça. Et donc, s'il ne fait pas un ticket, s'il ne fait pas créer un ticket, moi, opérateur d'infrastructure, je ne vois rien, je ne sais rien. Ce réseau est dit passif. Il est activé par les opérateurs commerciaux. Les opérateurs commerciaux voient si leurs abonnés ont un service ou pas. Moi, je ne vois rien. Je ne vois strictement rien. Je ne vois que ce que les opérateurs commerciaux me font remonter. Ça, c'est quelque chose de... C'est dû aussi à l'ingénierie des réseaux. Et est-ce qu'il y a des réunions qui sont organisées régulièrement entre XP Fibre, opérateurs d'infrastructure, avec les opérateurs commerciaux, notamment pour traiter des cas les plus accidentogènes? Oui. Toutes les semaines, il y a des comités de pilotage mono-opérateurs, donc c'est l'opérateur d'infrastructure avec chaque opérateur commercial qui défile. Et on a ce qu'on a appelé des boucles courtes pour essayer de purger toutes les situations dégradées de certaines zones. Et c'est le cas des zones qui sont englobées dans le plan qu'on a convenu avec l'ARCEP. Donc les dizaines de communes qui sont faites en Île-de-France et les points de mutualisation qu'on va refaire, les 14 qu'on est en train de refaire à Conflans. Voilà. Donc là, il y a forcément une concertation avec les opérateurs commerciaux parce que quand on refait une armoire, on va fermer la commercialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un abonné ne pourra pas passer d'un opérateur A à un opérateur B, et un nouvel arrivant, si on est dans cette période de gel, qui va durer à peu près 12 semaines, ne pourra pas se faire abonner. Ça, c'est important. Ça, c'est l'objet des présentations qu'on a à vous montrer. Et ça, donc, ça veut dire que ça suppose qu'on ait des échanges quasiment quotidiens, mais plutôt hebdomadaires, avec les opérateurs pour se caler. Et les reprises qu'on est en train de faire, elles ont un point essentiel qui est l'harmonisation des systèmes d'information. Alors, ce sont des termes un peu barbares pour nos conflanés, peut-être, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, un des points de désordre, c'est que
l'opérateur d'infrastructure a, dans son système d'information, une vision des positions qu'occupent les opérateurs sur le terrain, dans son armoire. Les opérateurs commerciaux ont une vision eux-mêmes de leur propre position qu'ils sont censés occuper. Simplement, à 80%, eux et moi, on a tort. Ça veut dire que les positions qu'on croit être occupées sur le terrain sont plus du tout synchronisées avec nos systèmes. Parce que petit à petit, jour après jour, les sous-traitants ont fait un peu ce qu'ils voulaient sur le terrain. On leur dit, vous allez sur telle position, tel tube, telle couleur, telle fibre, et puis pour une raison X ou Y, elle est occupée, elle est cassée, c'est trop compliqué pour lui, il va sur une autre position. Simplement, si on n'est pas renseigné, on ne voit pas cette position occupée. Et là, tout vient de fil en aiguille, complètement désordre. Précisément, ces sous-traitants des opérateurs commerciaux, ils sont souvent visés par leur manque de professionnalisme. On peut le dire. Est-ce qu'ils sont rémunérés tout d'abord au raccordement? C'est-à-dire que je pense qu'il y a derrière cette question, il y a l'idée de se dire, finalement le sous-traitant, comme il est rémunéré au raccordement, il va faire exprès d'avoir une intervention approximative pour être mieux rémunéré en étant sollicité ensuite de nouveau par XP-Fibre ou par un opérateur commercial. Alors, la politique de rémunération des sous-traitants relève des opérateurs commerciaux. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous dire, opérateur d'infrastructure, quelle est cette politique. Je connais à peu près celle des SFR. En effet, le sous-traitant est rémunéré au raccordement effectif, mais nous, chez SFR, l'opérateur commercial du groupe Altis, cette rémunération tombe quand le raccordement est stable. Il tombe au bout d'une semaine ou 15 jours. Ce n'est pas le jour J. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est pas justement, on veut éviter de rémunérer le sous-traitant. Le jour J, il a fait son raccordement, on ne sait pas comment, mais finalement, il ne va pas être stable parce qu'il aura pris la route de quelqu'un. Et l'autre abonné va faire venir son opérateur, il va le faire débrancher. Tout ça, c'est interdit, le débranchement. On ne doit jamais débrancher un client actif. Mais certains sous-traitants s'en moquent. Ils veulent enclencher la rémunération et ils vont procéder de cette manière. C'est la raison pour laquelle toute la filière, parce qu'on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système fonctionne bien sur 95% des volumes de prise qu'il y a en France, et on a 5% des réseaux qui posent problème. Et nous, avec l'ARCEP, avec la filière, avec les opérateurs commerciaux, on a mis en place des outils, notamment un outil qui est assez puissant, qu'on va appeler le compte-rendu d'intervention. Ça va être un reportage photo. C'est-à-dire que le sous-traitant va faire une photo avant, pendant et après l'intervention. Il ne pourra pas déclencher le processus de rémunération si le reportage photo n'est pas conforme. Et avec l'intelligence artificielle, le grand mot à la mode, on va détecter si les photos sont bien prises au bon endroit, à la bonne heure, et s'il n'a pas cherché à tricher en mettant les mêmes photos des mêmes armoires toute la journée. Et on va étudier avec l'intelligence artificielle le parcours qu'il aura emprunté. Et on vérifiera si c'est conforme. Donc ça va se mettre en place. Mais ça se met en place facilement sur des armoires propres. Tout l'intérêt du travail qu'on effectue sur les 14 armoires de la ville qui sont très accidentogènes. Donc on va tout nettoyer, tout refaire à neuf. Ces outils sont déjà diffusés sur pas mal de communes. Ils sont également utilisés sur Conflans. Et on va échanger avec les opérateurs commerciaux pour harmoniser les systèmes d'information. Ça, c'est un point essentiel. Et pour revenir à la concertation avec les opérateurs, sur ces sujets-là, elle se fait tous les jours, parce que c'est eux qui vont nous donner les positions qu'ils croient occuper, et on va sniffer, donc un terme barbare aussi, c'est prendre un appareil pour détecter les box à distance. Voilà. Et on va identifier chaque box, et s'assurer qu'il y ait bien une continuité du service de l'armoire à la box. Pas simplement jusqu'au point de branchement qui est dans la rue, on va s'assurer de la continuité jusqu'à la box. Et on va voir si la box reçoit bien les signaux. Donc en fait, globalement, ce que vous nous dites sur les problèmes de connexion que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas tant un problème de réseau qu'un problème de travail mal réalisé par les sous-traitants? Initialement, ce n'est pas un problème de réseau. Ça devient un problème de réseau parce que le réseau il est dégradé
saboté. Voilà, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on a un réseau propre qui est mis à disposition, où il n'y a personne dessus. Au fur et à mesure, le réseau se remplit, et heureusement, mais au fur et à mesure du passage d'un opérateur A à un opérateur B pour le même client, eh bien, il y a des dysfonctionnements qui font qu'il n'emprunte pas la bonne route optique qu'on lui a donnée, qu'il ne branche pas les choses comme il faut, qu'il fait des manipulations sur le point de branchement optique et qui pince des fibres. Donc, du coup, sur les 12 fibres qui existent, il n'y en a plus que 6 qui sont capables de fonctionner. Donc, quand le 7e abonné arrive, il n'a pas de place. Et donc, le technicien va dire à l'abonné, ah ben, le truc est saturé. Non, il n'est pas saturé. Simplement, il ne va pas signaler. Donc, je reviens tout à l'heure aux messages qui sont erronés. Il va dire saturé. Nous, on va avoir une information comme quoi le point de branchement est saturé. Sauf qu'on va voir qu'il y a 6 clients sur un point de branchement qui peut en supporter 12. Donc, nous, on répond à l'opérateur, pas de saturation. Et est-ce qu'on peut imaginer pour donc, Oui, allez-y. Et donc, juste le technicien, il ne devrait pas dire qu'il est saturé. Il devrait dire, sur les 12 fibres qui existent, il n'y en a plus que 6 qui fonctionnent. Et ça, il le sait puisqu'il a vérifié. C'est ça le bon message qui doit remonter. Et là, dans ces cas-là, nous, on intervient et on change le boîtier. On change les fibres. Mais si on a une mauvaise information ou si on n'a pas d'information du tout, on ne bouge pas. Quand vous nous remontez des nombreux cas de conflanés oui. Qui se sont fait connaître auprès de vous directement ou par le site internet, la plupart du temps, on n'a pas de ticket d'incident à l'adresse X pour l'opérateur Y. Ça veut dire qu'on ne voit rien. Vous avez quelqu'un qui vient vous dire ça ne fonctionne pas depuis des mois, nous, on n'a rien. Donc c'est ça aussi un problème de dysfonctionnement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est en train de régler entre les opérateurs. Après, il faut comprendre que l'effet Covid, l'engouement pour la fibre, le télétravail fait qu'on a eu des réseaux qui ont explosé en termes de commercialisation. Et donc, il y a eu des quantités d'interventions sur les armoires. Votre collègue d'Argenteuil, qui n'est pas loin d'ici, a mesuré par une vidéosurveillance d'une armoire plus d'une centaine d'opérations dans la journée sur une armoire. 100 interventions sur une armoire, c'est 100 fois le risque de faire quelque chose qu'il ne faut pas. De casser la fibre du voisin, de mal brancher sa fibre. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de contrôler. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour un meilleur contrôle de ces sous-traitants, un système de certification Vous avez apparemment aujourd'hui les outils chez XPFibre pour identifier ceux qui font bien le travail et ceux qui le font moins bien. Alors la filière a mis en place ce qu'on appelle un passeport fibre, qui va attester du fait que le technicien a un minimum de formation, qu'il travaille bien, et quand il sera pris les doigts dans la confiture, dans le pot de confiture, en disant qu'il a mal fait un travail, au bout de 2 erreurs, 2 malfaçons, on lui retire sa capacité d'intervenir sur le terrain. C'est pas évident, parce qu'on est, avec une filière en tension. Ce sont des métiers en tension. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de techniciens raccordeurs de fibres. Donc, très clairement, il y a un problème de qualification et un problème aussi de civisme, parce qu'il n'y a pas que la qualification. C'est-à-dire que quand vous avez des techniciens qui laissent sur le trottoir des fibres, des sacs en plastique, alors qu'il y a une poubelle juste à côté, c'est même plus de la formation, ça, c'est juste de l'éducation. Bon, il y a tout ça qu'il faut régler. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de régler. Le premier objectif de la filière, c'est de raccorder le plus grand nombre de clients le plus rapidement possible, parce que tout le monde veut la fibre pour faire du télétravail notamment, et puis d'assurer la stabilité des connexions. Voilà. Et en effet, quand on est sur des zones comme les 14 de Conflans, eh bien, on va tout reprendre. On va reprendre l'intérieur de l'armoire, toutes les continuités optiques, tout mesurer, tout comparer les systèmes d'information, et puis on va aussi s'assurer que l'urbanisation classique de la ville, le développement de nouveaux logements, ne fait pas qu'on risque d'avoir des zones saturées de façon réelle. Ça, c'est important. Après, sur le point de la saturation, je ne sais pas si c'est le cas à Conflans, mais on a d'autres communes dans le Val d'Oise, pour parler d'un autre département, où j'ai des rues de pavillons, j'ai un boîtier pour 10 pavillons, mais sauf que les pavillons sont devenus 40 logements. Il y a toujours les 10 pavillons, et dans chaque pavillon, on a 4 lots.
marchand de sommeil, pour être très clair. Ouais. Et ça, on ne le voit pas. Le maire, d'ailleurs, la plupart du temps, ne le voit pas non plus. Absolument. L'administration fiscale non plus, puisqu'il serait bien intéressé de payer, de percevoir 4 taxes d'habitation. Bon, ben ça, c'est un sujet pour nous, qu'il faut qu'on identifie, qu'il faut qu'on traite. Nous, on s'en rend compte quand, sur une même adresse, on a 4 commandes de raccordement, donc on les bloque. Mais il y en a plein qui sont déjà effectivement actives et qui nous ont saturé de façon réelle des zones qui n'auraient pas dû être saturées. Parce qu'il n'y a toujours officiellement que 10 adresses et 10 boîtes aux lettres, sauf qu'il y a 4 abonnements par pavillon. Ça, c'est un sujet qu'on n'arrive pas à traiter. D'accord. En introduction, j'ai mentionné le fait que le contrôle des opérateurs relevait d'XP Fibre et du ministère des Télécommunications. Selon quelle modalité, comment l'ARCEP et le ministère des Télécommunications contrôlent-ils les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux? Alors, on a signé tous les opérateurs d'infrastructure des objectifs de déploiement avec le gouvernement. Et le ministre du numérique est en charge de vérifier que nous sommes au rendez-vous. Et quand il y a des problématiques, c'est l'ARCEP qui contrôle et qui a le pouvoir de sanction. Le gendarme des télécoms, c'est l'ARCEP, uniquement. Vous évoquiez tout à l'heure le pouvoir des maires, ou le pouvoir du maire. Le pouvoir du maire, il n'a pas de police en matière de télécommunication. Il n'a pas de pouvoir de police en matière de télécommunication. Et tout ce qui peut être un arrêté pris par un maire sur des portes ouvertes, etc., je crois qu'il y a quelqu'un qui, pas très loin d'ici, a fait une initiative de cette nature, c'est contraire à la loi. Bon. Donc, Par contre, de ce que je comprends, c'est-à-dire que l'ARCEP n'a qu'un pouvoir de contrôle du déploiement de la fibre, mais pas de son fonctionnement. Alors, l'ARCEP a mis en place des indicateurs de qualité, les taux de SAV, les taux de panne, la durée des pannes, les taux d'échec au raccordement, c'est-à-dire qu'un opérateur commercial vient sur une infrastructure, il n'arrive pas au premier rendez-vous à faire son raccordement parce qu'il y a soit une donnée qui a été transmise par l'opérateur d'infrastructure qui est fausse, et là on revient sur les systèmes d'information qui ne sont pas coordonnés, soit l'infrastructure est dégradée et donc on donne une information sur une route qui ne peut pas fonctionner. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui sont remontés au régulateur à l'ARCEP et qui challenge et qui contrôle et qui met en place des process de reprise avec les opérateurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs, au moins 3 sur les 4, le 4e c'est en cours, qui ont des plans de reprise. C'est le cas d'XP Fibre en Ile-de-France. On a plusieurs dizaines de communes et plusieurs zones de certaines communes qui sont à reprendre selon un calendrier très précis et selon un process défini avec l'ARCEP. Vous avez mentionné il y a quelques instants la problématique des armoires ouvertes. Il y a plusieurs habitants qui s'interrogent sur la sécurisation des armoires et qui préconisent l'installation d'un cadenas dont la clé sera retirée à la mairie ou bien à la police municipale et qui permettrait en fait in fine de connaître l'identité de l'intervenant qui aurait fait une défection en fait à l'origine d'une défection sur l'armoire. Quelles solutions XP Fibre préconise en matière de sécurisation des armoires? Alors ça, c'est le gros point noir du réseau aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les autres sujets de saturation, de système d'information, on est en train de les régler parce qu'on a identifié les process pour les régler. La sécurisation de l'armoire, à savoir sa fermeture, son verrouillage, insoluble. La réglementation dit, la loi dit, libre accès de l'infrastructure aux opérateurs commerciaux. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je mets un système en place de sécurisation, de verrouillage trop perfectionné, les opérateurs commerciaux vont se retourner vers moi et me mettre en demeure de laisser le libre accès à l'infrastructure. Quand il y a des élus qui veulent mettre des cadenas, je prends l'exemple du maire d'Aulnay, les sous-traitants qui sont un peu pas très consciencieux, pour être poli, prennent des coupes-boulons, prennent des pinces et ils découpent l'armoire et puis ils ouvrent l'armoire. Donc aucun système n'est fiable. Dans le cadre des expérimentations initiées par l'ARCEP, Orange, en tant qu'opérateur d'infrastructure, a essayé de mettre des armoires avec des serrures électroniques.
Ça a fonctionné plus ou moins bien à petite échelle, sauf que c'est impossible d'industrialiser ce processus. Pourquoi? Parce que les sous-traitants ont des collaborateurs qui changent régulièrement. On est censé leur envoyer un SMS dans un smartphone pour qu'ils puissent composer le code sur la serrure, ou alors utiliser un smartphone pour du sans contact ouvrir la serrure. Or, ils changent tous, donc on a un problème de base de données des sous-traitants qui sont sur le terrain. Ça ne fonctionne pas. Et puis, serrure électronique ou cadenas, si le type ne veut pas attendre le SMS, il prend une pince, il découpe la porte, il prend un pied de biche et il fracture la porte. On en arrive là alors. On en est là. C'est pas qu'on en arrive, on en est là. Et à Aulnay, j'ai des exemples de portes qui ont été découpées comme une tôle d'un coffre-fort, quoi. Donc on n'a pas de solution. Ou en tout cas, il n'y a pas de solution radicale. Il y a des solutions qui consistent à le reportage photo que j'évoquais. Si on voit dans les photos une porte fermée et puis qu'à la fin du reportage, la porte elle est avec un trou, vous imaginez bien que l'intervention ne sera pas conforme. Il ne sera pas payé. Bon, ça c'est important. Après, ce qui est important, c'est les réseaux de vidéosurveillance ou de vidéoprotection que peuvent mettre en place les collectivités. Ça, c'est dissuasif. J'évoquais Argenteuil, sur certaines armoires, il y a un système municipal qui existait ou qui a été ajusté pour avoir dans le champ l'armoire. Et ça nous permet de vérifier certaines choses. Donc là, c'est pas non plus la panacée, je vous rassure. C'est le cas d'une vidéoprotection, parce que la vidéoprotection, la base, c'est quand même de la mettre en place pour assurer la sécurité des habitants. Donc là, je comprends que c'est une vidéoprotection, une caméra qui a été mise en place pour assurer la sécurité des habitants et qui, en fait, dans son champ de vision, comprend une armoire. Tout à fait. Tout à fait. On a des armoires, on a des shelters, donc des petits blocs de béton. Hein, il y en a quelques-uns à Conflans, d'ailleurs, qui vont être divisés, parce que cela nous pose trop de problèmes. Ils vont être séparés en plusieurs armoires. On a des shelters dans lesquels on met des caméras. On est chez nous, entre guillemets, donc du coup, on n'a pas un sujet de réglementation RGPD, de pose de vidéosurveillance sur le domaine public, on est sur un domaine privé, dans les shelters. Mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que celui qui veut venir dégrader, bah, même s'il y a une caméra, il s'en fiche, parce qu'il va être très compliqué à identifier, il mettra un masque, et puis voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas vraiment de solution. Aujourd'hui, la solution, c'est pareil de l'éducation, du civisme des sous-traitants. Il n'y a pas vraiment de dégradation du grand public. Souvent, c'est un sujet qui est avancé. Il y a des zones où les habitants dégradent, etc. Ça peut arriver. Mais le premier facteur de dégradation, c'est la sous-traitance des opérateurs qui intervient de façon complètement anarchique. Il y a deux points qui provoquent la crispation, l'exaspération des usagers. C'est celui des délais d'intervention, qui sont jugés parfois beaucoup trop longs. On parlait tout à l'heure de plusieurs mois parfois de connexion interrompue. Et le deuxième sujet qui est lié finalement au premier, c'est la question de la compensation en cas d'interruption de la connexion. Quelle réponse XP Fibre apporte à ces deux sujets? Alors, première réponse sur le premier point. On en est toujours à ce sujet de savoir si l'opérateur commercial a bien fait son travail, en tout cas son sous-traitant, de signaler correctement le dysfonctionnement. S'il ne fait pas de ticket qui remonte chez l'opérateur, on ne voit rien et on ne bougera pas. Et donc, l'abonné de l'opérateur commercial en question, il n'aura pas de rétablissement du service. Ça, c'est un vrai sujet de fonctionnement entre les opérateurs. Que les sous-traitants sur le terrain fassent bien les tickets. Après, il peut y avoir des réparations qui sont rapides. 50% des réparations ont trait à la jarretière, donc la spaghetti là, qui se balade dans l'armoire, qui a été débranchée. Donc, ça, c'est souvent l'opérateur commercial qui le fait lui-même. Il la rebranche. L'abonné récupère son service rapidement. Après, il peut y avoir une dégradation de l'infrastructure. Et donc là, c'est plus long, en effet. Le sujet des tickets longs, ce sont souvent les conflanés qui vous remontent des problématiques. Ouais. Hein. Ça suppose un traitement humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le système des pannes, etc., c'est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a un ticket qui est créé, ça remonte chez nous, dans un système qu'on appelle un workflow, pour parler anglais. Voilà, tout ça, ça se traite automatiquement. Une fois de plus, c'est toujours les 5% de ce qui va en dehors du process
qu'il faut traiter de façon manuellement, et donc on essaie de les traiter, et on n'est pas encore bon, très clairement, hein, on a une marge de progression considérable, opérateurs d'infrastructure et opérateurs commerciaux. Et c'est là qu'on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, les échanges hebdomadaires essentiels pour, sur chaque zone, voir ce qui se passe. Il y a des délais d'expertise où les deux opérateurs vont sur le terrain et confrontent leur point de vue. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est réglementé, logiquement. C'est-à-dire qu'il y a un délai d'une semaine, X jours pour prévenir, etc. Ça, on essaie de les raccourcir au maximum, mais assurément, ce n'est pas optimal, et vos habitants le savent bien, nos abonnés le savent bien également, et ça, c'est un point de progression très très important qu'on essaie de régler. Sur l'indemnisation, ce n'est pas XP Fibre qui est concerné. Hein, oui, on parle des opérateurs commerciaux. Ce sont les opérateurs commerciaux. Bon. Pour l'opérateur commercial de mon groupe, on a mis en place un système où quand l'abonné appelle, il doit avoir un geste commercial qui correspond à la zone, à la période de perturbation. Voilà. Je pense que les autres opérateurs commerciaux font de la même manière. Parce que quand il y en a un qui le fait, si l'autre ne le fait pas, il va perdre son client. Bon. Mais ce n'est pas automatique. Et puis l'opérateur va chercher à éviter l'abus de situation en disant j'ai été coupé 3 mois et finalement le service a été interrompu qu'une semaine. Donc tout ça on vérifie. Mais pour ce qui concerne SFR, il ne doit pas y avoir, il y en a encore potentiellement, mais il ne doit pas y avoir de problématique d'indemnisation. Alors, je m'entends sur le prix de l'abonnement. On ne parle pas d'autre chose. Hein. Les contrats sont pas faits sur des dommages et intérêts. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que c'est à l'abonné de faire la demande, oui. Peut-être pas d'indemnisation, parce que je comprends que la demande de geste commercial, en fait, auprès de son opérateur commercial. Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on met en place, ce sont des outils qui nous permettent de suspendre le prix de l'abonnement quand le service n'est pas effectif. Jusqu'à maintenant, comment ça fonctionnait? C'est-à-dire qu'on faisait toujours un geste commercial, simplement le geste commercial, il était effectué au rétablissement du client. Or, quand vous avez un client qui est en panne 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui arrive, malheureusement, trop souvent, eh bien, il n'y a aucun geste pendant cette période. Et le client continue à payer son abonnement, qui va lui être remboursé sous forme d'avoir au 3e mois, quand il aura son service rétabli. Aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est la suspension du système de paiement de l'abonnement dès que le client se fait connaître. Compte tenu des délais d'intervention un peu longs, il y a des habitants qui s'interrogent sur la hiérarchisation des interventions d'XP Fibre sur les différents territoires. Est-ce qu'il y a un système de hiérarchisation ou est-ce que c'est l'historique? Non, c'est un fonctionnement historique, c'est-à-dire que le premier arrivé va être le premier servi. Ouais. Après, il y a un problème de l'origine du dysfonctionnement. Soit c'est une réparation rapide, c'est des fibres qui sont à changer dans l'armoire, soit c'est les fibres qui sont coupées sous les trottoirs, et donc il faut les retirer, en remettre d'autres, etc. Donc la hiérarchisation, il n'y en a pas, elle se fait aussi selon la nature du dysfonctionnement. Est-ce que c'est facile à réparer en changeant un petit morceau de fibre, en vérifiant le point de branchement optique, ou alors est-ce qu'il faut tout retirer? On peut avoir des réseaux, des fourreaux qui sont affaissés, et ça veut dire qu'il faut faire du génie civil. Je rappelle que les fourreaux n'appartiennent pas à XP Fibre, ils n'appartiennent pas à la ville non plus, ils appartiennent à l'opérateur historique. Ils sont mis à disposition de tous, mais ils appartiennent à l'opérateur historique. Comment améliorer la visibilité des usagers sur le suivi des interventions? Il y a carrément certains habitants qui réclament la communication du fichier de suivi des interventions pour avoir une meilleure visibilité précisément. Ça, c'est le job de l'opérateur commercial. C'est-à-dire qu'on va le voir, on faudrait qu'on en parle un petit peu également sur le plan de reprise qu'on va mettre sur la ville. C'est l'opérateur commercial qui doit informer par SMS, notamment, son abonné d'un dysfonctionnement, d'une période de travaux et donner de façon régulière des renseignements sur les délais de rétablissement. Ça, c'est le job de l'opérateur commercial. C'est le job du service client de l'opérateur commercial.
XP Fibre, lui, dans un outil commun à tous les opérateurs, va mettre des informations, début de travaux, avancement des travaux, fin de travaux. En gros, ça va être ça. Et nature des travaux, bien entendu. Mais c'est du jargon interopérateur. Mais l'opérateur commercial doit le traduire de façon concrète pour les abonnés avec une information en live, via des SMS, via un portail du service client qui va dire votre zone est en travaux, il y a un gel commercial, etc. etc. Ça, c'est le job de l'opérateur commercial. Mais ce n'est pas l'opérateur d'infrastructure il va donner la source d'information, mais la concrétisation de l'information pour l'abonné, c'est l'opérateur commercial. La majorité des Conflanais est exaspérée, parfois désespérée, par l'instabilité des connexions Internet. Quelle alternative peut-on leur proposer, alternative à la fibre optique, dans un contexte où aujourd'hui la connexion est indispensable, qu'il s'agisse du télétravail, des langues de la vie courante ou de l'enseignement pour les étudiants? Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de bonne alternative à la fibre. Il n'y a que la fibre qui propose des débits 1, 2 gigas. Bon. Après, chaque opérateur commercial, quand son client est en panne, il doit mettre en place, s'il le souhaite, mais ils le font tous, hein, des clés 4G ou des clés 5G qui vont, avec un volume de données, permettre de compenser partiellement le fait que la fibre ne fonctionne plus. Ça, c'est pendant la durée de l'incident. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas d'alternative à la fibre à proprement parler. Ce n'est pas la DSL qui peut fournir les services que la fibre offre. Ce n'est pas le satellite. Donc c'est pour cela que l'enjeu est majeur. L'enjeu est d'autant plus majeur que, avec l'extinction progressive du cuivre, on va avoir que la fibre. Donc il faut que, entre-temps, on ait totalement nettoyé le mode de fonctionnement des uns avec les autres et que chacun soit bien conscient que cette infrastructure fibre que 2-3 opérateurs en France ont construit, c'est le bien de tous. C'est ça au sujet, c'est un bien privé parce qu'il est construit par une entreprise privée, mais c'est un bien de service public. Donc quand un technicien d'un opérateur X ou Y, et je ne mets pas SFR de côté, SFR n'est ni plus ni moins vertueux que les autres opérateurs commerciaux. Malheureusement, je dis, mais c'est comme ça. Il faut que chacun soit conscient que quand un technicien, il faut que le technicien soit conscient, que lorsqu'il intervient sur l'infrastructure, il n'intervient pas que pour son client, il intervient aussi pour préserver les autres clients. C'est pour ça que la filière a mis en place un outil qui va permettre de contrôler que, entre le début et la fin de l'intervention de raccordement d'un nouveau client, on est bien sur l'armoire plus un abonné actif. Ça suppose que tous les opérateurs mettent en commun leurs fichiers clients, ce qui est en termes de concurrence pas une mince affaire. Il a fallu tordre des bras, mais on y est arrivé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un technicien intervient, si on voit -1 ou si on voit 0, -1, -2, après son passage de raccordement qui devait être +1, là il y a un problème. Et tous les opérateurs commerciaux sont informés en temps réel. Et ils peuvent intervenir après. Donc ça, oui, on met des outils pour justement faire prendre conscience que le technicien ne fait pas que le job pour son client, de son opérateur, il est là aussi pour s'assurer que tout le monde continue à avoir le même service sur l'ensemble de l'armoire. Il faut qu'il y ait une prise conscience, c'est un bien de service public. On doit y être attentif. Et c'est pareil pour les citoyens. Il ne faut pas, le soir, lorsqu'on est coupé, aller bidouiller dans l'armoire. Il ne faut pas aller écouter le post sur Facebook en disant pour 30 €, je vous fais le raccordement. Parce que tout ça, c'est clandestin, et in fine, ça ajoute du désordre au désordre. Et peut-être que ça règle le problème de l'abonné en question, mais ça va être un comportement totalement égoïste qui va occasionner un dysfonctionnement sur les autres. Ça, c'est un vrai sujet. Pour revenir à la question des alternatives, il y a certains Conflanais qui sont tellement exaspérés depuis le passage à la fibre optique qui demandent si un retour à la DSL est possible.
Dans les faits, il doit être possible, sauf que sur les portails clients des opérateurs commerciaux, ce n'est pas l'offre qui est proposée, puisqu'on est en train d'éteindre le cuivre. Donc on ne va pas proposer des services sur le cuivre alors qu'on est en train de l'éteindre. Ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de connexion ADSL possible. Oui, l'opérateur historique a décidé, et c'est légitime, d'éteindre le cuivre. Ce réseau lui appartient. Donc il estime qu'il ne peut pas assurer le coût d'une maintenance d'un réseau cuivre parallèlement au coût de maintenance d'un réseau optique. C'est du bon sens. C'est-à-dire que, en tant que maire, vous n'allez pas garder une ancienne école puis une nouvelle école si vous avez les effectifs que pour mettre dans une école. Bon, là c'est pareil. Donc il faut simplement que la filière sécurise, fiabilise, stabilise le réseau optique, qu'on corrige tous les problèmes d'ingénierie qu'on a eus, puisqu'évidemment, le sujet c'est qu'on a produit un réseau fibre de façon très rapide, en 10-12 ans, c'est quand même considérable. Quand vous rapprochez cette durée de production par rapport à la durée de production du réseau cuivre, qui était sur 30 à 40 ans, c'est en commune mesure. Donc il faut qu'aujourd'hui on corrige tous les effets industriels de cette production en masse qui fait que sur 5% des prises, on a des dysfonctionnements majeurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, sous le contrôle de l'ARCEP, qui joue son rôle de gendarme et qui facilite les relations entre les opérateurs. Parce que quand tout à l'heure j'évoquais qu'il a fallu que les opérateurs commerciaux mettent en commun leur base de clients, vous imaginez qu'ils ne le font pas de façon naturelle. Ils le font parce que derrière, il y a le gendarme qui dit si vous ne le faites pas, sanction. Voilà. Mais aujourd'hui, on y est arrivé. Donc aujourd'hui, on a des outils qui permettent de savoir qui permettent à l'opérateur d'infrastructure de faire remonter aux opérateurs commerciaux qu'un technicien X pour l'opérateur A finalement dégradé 2 prises de B et de C. Voilà. Ça, c'est quand même positif. Mais ça se met progressivement en place. Donc évidemment, pour les conflanés qui sont aujourd'hui sans service, le plus efficace et le plus rapide en termes d'effets positifs, ça va être le plan de reprise qu'on est en train de mettre sur les 14 armoires. Parce que ça veut dire qu'une fois que ces armoires seront refaites à neuf, que toute la continuité optique sera refaite, eh bien, on n'aura plus les mêmes dysfonctionnements. Et on le voit sur les zones qu'on a déjà refaites, les taux de, on appelle SAV, de service après-vente, taux de panne, sont divisés par 10 ou 15. Donc c'est très positif. Le tout, c'est que ça soit stable aussi dans la durée. Parce qu'on a déjà fait beaucoup d'armoires à Conflans. On a déjà refait beaucoup d'armoires. Simplement, ça dure 3 mois. 3 mois après, tout est à refaire. Donc là, aujourd'hui, on a les outils pour contrôler, marquer à la culotte les sous-traitants pour qu'ils ne dégradent pas à nouveau l'infrastructure. Toujours sur la question des alternatives, est-ce qu'il est possible pour un particulier de souscrire à un abonnement professionnel? Et si oui, dans quelles conditions? Ah oui, il peut souscrire à un abonnement professionnel, mais l'abonnement professionnel, selon sa nature, quand c'est un abonnement pro adossé à l'infrastructure grand public, FTTH, il a simplement un délai de rétablissement dans son contrat qu'il n'y a pas dans le contrat de monsieur et madame tout le monde. Mais il est quand même sur l'infrastructure FTTH. Après, il y a des abonnements pro, pour des entreprises de taille plus importante, qui sont une fibre optique dédiée. Mais là, on est sur un système qui n'a pas du tout la même architecture, qui emprunte les mêmes fourreaux de l'opérateur historique, mais c'est un abonné, une fibre. Une entreprise, une fibre. Évidemment, Essilor, Peugeot, je ne sais pas quelles sont les grandes sociétés de Conflans, ont tous des réseaux dédiés, avec des boucles de sécurité. Mais pour un particulier, c'est hors de prix. C'est-à-dire que ce sont des abonnements, 1000, 2000, 3000 euros, selon les services, selon la nature de la fibre, selon les débits demandés, etc. Donc, une solution alternative peut être peut-être des abonnements professionnels qui sont pour les médecins, les pharmacies, qui sont avec des délais de rétablissement, qui doivent coûter une centaine d'euros au lieu de coûter 19 euros. Mais c'est déjà un prix quand même qui n'est pas du tout de la même nature. Mais c'est quand même une infrastructure, c'est quand même un abonnement qui est sur l'infrastructure grand public. Donc si vous avez un dysfonctionnement dans l'armoire,
ils seront in fine impactés. Par contre, ils auront un service client différent, avec des délais de rétablissement différents. Mais je ne suis pas certain que ça soit la solution pour monsieur et madame tout le monde. La solution pour tous, c'est que l'infrastructure soit refaite et qu'elle soit protégée par tous. Justement, le dernier point que je voulais aborder dans cette rencontre, c'est celui de l'avenir. Vous avez parlé des réflexions d'armoire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un calendrier que vous pourriez nous communiquer sur les réflexions d'armoire par XP Fibre? Alors, oui, ça fait l'objet des présentations. Alors, je ne sais pas si on le voit là. Voilà, là, vous avez à l'écran qui doit passer une carte avec différentes zones qui vont être en travaux, d'accord? Et ça donne le début des travaux et ça donne une perspective de fin de travaux. Après, c'est l'opérateur commercial qui doit informer son client. Mais on va vous proposer, mais je crois que c'est déjà le cas, mais je ne sais plus, on va vous proposer de mettre un lien sur le site de la ville. C'est un lien avec une carte interactive qui est mise à jour automatiquement par l'opérateur d'infrastructure XP Fibre. Et donc on va avoir un calendrier des zones qui vont être en reprise. Ce point est important, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on va avoir des périodes de travaux qui vont durer plusieurs mois avec des périodes de gel commercial. Gel commercial, ça veut dire quoi? Comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas changer d'opérateur. Et si vous arrivez sur la ville, en ville, et que vous voulez vous abonner, vous ne pourrez pas le temps que ça sera gelé. Gel commercial ne veut pas dire gel de la maintenance, gel des services après-vente, gel des réparations. D'accord? Ça c'est très clair. Il ne faut pas qu'on confonde. On peut toujours être réparé quand on est en panne pendant cette période de travaux. Simplement, il n'y a pas de commercialisation de nouveaux abonnés pendant cette période de travaux. Pourquoi? On ne veut pas, en tant qu'opérateur d'infrastructure, qu'il y ait d'intervenants externes qui viennent perturber la reprise du réseau. C'est un peu comme l'autoroute, quand il y a un accident, on ferme l'autoroute et on règle l'accident. Là, c'est pareil. On ferme l'infrastructure, la commercialisation. Elle fonctionne toujours, hein, pour ceux qui sont actifs, il n'y a pas de problème. Toutes les réparations seront faites, mais on n'accepte plus de nouveaux abonnés le temps qu'on répare. Et ça c'est important que les conflannés l'aient à l'esprit, parce que vous allez avoir des remontées qui vont vous dire « Ah, mais je ne comprends pas, j'ai une prise optique dans mon logement que je viens d'acquérir, et quand je vais sur le site de SFR, on me met que je ne suis pas éligible. » Bon, logiquement, il est marqué « Inéligibilité temporaire », parce qu'il y a une zone de travaux. Voilà. Donc ça, tout ce calendrier, il va être sur la carte, réactif, mis à jour régulièrement, mais les opérateurs commerciaux, SFR le fait, vont informer au fur et à mesure leurs clients que la zone est en travaux, que ça va durer telle période et qu'il y aura un rétablissement à l'issue de cette période. Voilà. Certains abonnés avancent que lorsque une armoire est refaite, même lorsqu'une armoire est refaite, le désordre revient très rapidement. Oui. En quoi consistent précisément ces travaux de réparation que vous mentionnez? Alors, et est-ce que ça évitera ces désordres qu'on retrouve parfois lorsqu'une armoire est refaite? Alors, tout à l'heure, j'évoquais qu'on avait fait, je crois qu'on en a fait une vingtaine, on a refait une vingtaine d'armoires sur la ville, et parfois 2 fois, 3 fois. Elles se remettent en désordre, pourquoi? Parce que le problème de fond de ces armoires qu'on refait, c'est qu'il y a un problème de cohérence des systèmes d'information, ce que j'expliquais tout à l'heure. Les positions réellement occupées sur le terrain ne sont pas les positions qu'ont les opérateurs dans leur système d'information. Donc là, on va refaire les armoires, toute l'architecture à l'intérieur. On change une partie technique, puisqu'on met de l'innovation au fur et à mesure, hein, pour éviter que le technicien ait des soudures à faire, on va mettre juste des connecteurs. Donc il va faire un plugin, puis ça sera plus simple pour lui. Bon. Mais surtout, ce qui va éviter que ça se dégrade à nouveau par rapport à ce qu'on a fait auparavant, c'est la mise en cohérence des systèmes d'information, c'est essentiel. Et puis, maintenant, on a les outils qu'on n'avait pas avant. Le compte rendu d'information, le reportage photo, l'outil qui permet de savoir si, quand on fait +1, on n'a pas fait -2 à côté.
Et puis, quand on a une route optique qu'on a reçue de l'opérateur d'infrastructure qui est erronée, on a un outil qui va nous permettre de reprendre une route optique libre sans débrancher quelqu'un. Donc on a 3 outils mis à disposition que le technicien a avec lui, qu'il doit utiliser, qui vont éviter de nouvelles dégradations. Ça, voilà pourquoi l'avenir doit être meilleur. Après, il y a un autre sujet, et on le voit également dans d'autres villes. Au début, les nouveaux raccordements se faisaient sur des nouvelles zones, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de création de lignes. Aujourd'hui, on a entre 50 et 60% des abonnés nouveaux qui arrivent chez un opérateur qui ont déjà la ligne créée, parce qu'ils sont passés de A à B, de l'opérateur A à l'opérateur B. Et donc quand c'est cela, il n'y a plus besoin de toucher à la partie entre le point de branchement optique qui est dans la rue et le domicile. Et le branchement nouveau se fait uniquement dans l'armoire. Donc c'est là qu'on a une manipulation en moins. Et donc c'est là qu'on a un désordre en moins potentiel. Les désordres, ils viennent de l'armoire, mais ils viennent surtout aussi des points de branchement optique que vous avez sur les poteaux ou dans les trottoirs, où les techniciens, quand ils referment le boîtier, ils pincent les fibres. Ça, c'est un vrai sujet. Et quand on va reprendre les armoires, on ne va pas reprendre que l'armoire, on va reprendre ce qu'on appelle, dans le jargon, la zone arrière, toute la zone de chalandise des logements qui sont rattachés à l'armoire. C'est les patatoïdes qu'on voit en couleurs différentes sur la carte. Et donc là, on va contrôler toutes les lignes. Toutes les lignes vont être contrôlées une à une. Toutes les boxes vont être contrôlées à distance avec un appareil par XP Fibre. Et dans le cadre des réfections des armoires, est-ce que vous pouvez nous confirmer que les liaisons entre les PM et ce qu'on appelle les PBO, c'est-à-dire les points de branchement optique, sont systématiquement contrôlées lorsque les armoires sont refaites? Oui. D'accord. Merci Monsieur Brier pour l'ensemble de ces réponses. Est-ce que du coup, ce qui découle de tout ça, nous pouvons imaginer qu'à court terme, nous aurons à Conflans-Sainte-Honorine une amélioration du réseau de fibre optique et de son fonctionnement? Alors très clairement, les 14 zones qui vont être reprises, elles vont être avec des indicateurs de qualité nominaux qui correspondent à ce qu'on a pris comme engagement avec l'ARCEP. Il faut simplement maintenant que tous les techniciens, que nos auditeurs, que le marquage à la culotte des uns et des autres soit très efficace pour que l'infrastructure refaite à neuf, ce sont des millions d'euros d'investissement, soit fiabilisée, stabilisée dans le temps. Voilà. Et ça, c'est le travail de tous. C'est les techniciens, les abonnés, les opérateurs, les pouvoirs publics, que tout le monde travaille. On est tous concernés. C'est un bien de service public. Certes, investissement privé, mais c'est un bien de service public. Donc il faut qu'on le protège. Et donc, cette reprise sera durable si tout le monde prend conscience que c'est le bien de tous. Alors nous avons synthétisé les grandes thématiques des doléances et des questions reçues. Les conflannés attendent aussi des réponses individuelles, donc j'ai préparé une clé USB que j'ai dans ma poche, sur laquelle vous retrouvez les coordonnées des administrés et de chacun d'entre eux qui ont fait remonter des problématiques individuelles sur l'adresse mail que nous avions créée dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui. Et là, sont vos réponses évidemment en conséquence. Pour conclure, et vous l'avez beaucoup dit, bien que nous sommes sur un sujet technique, nous sommes sur un bien de service public lorsqu'il s'agit de ces armoires-là. Parce que derrière chaque panne, c'est une famille, c'est un travailleur, un étudiant, pour lesquels il est incontournable d'avoir un accès à la fibre optique et in fine à Internet qui puisse fonctionner correctement. Ça fait longtemps que je travaille avec mon équipe municipale, en lien avec vous d'ailleurs, pour que ce sujet puisse s'améliorer. À notre niveau, municipalité, nous jouons un rôle d'alerte auprès de vous, auprès des pouvoirs publics. Je l'avais fait à titre personnel auprès du ministre délégué en charge des télécommunications. Reste que, par rapport à ce que nous sommes dit aujourd'hui, la vigilance doit quand même rester de mise, parce qu'on voit bien que finalement le fond du sujet, c'est celui d'une coordination efficace entre les différents acteurs, entre les différents intervenants sur ce sujet de la fibre optique. Je voulais aussi assurer quand même les conflits de ma mobilisation personnelle sur le sujet, et on le voit aussi, votre mobilisation dans le cadre de ces réfections d'armoires qui doivent, à terme, permettre un fonctionnement correct de la fibre optique à Conflans-Sainte-Honorine. Oui.
tout cas, merci à vous aussi pour ce moment d'échange. Je pense que c'est important qu'on explique, qu'on tente de clarifier le rôle de chacun. En tout cas, merci de votre support au quotidien, puisque cette infrastructure, elle est construite sur le domaine public, et on peut la réparer de façon facile quand on a des arrêtés qui sont rapidement accordés. Et donc, merci à vous et à vos services pour le soutien au quotidien, pour nos équipes techniques, pour qu'elles puissent intervenir régulièrement et efficacement sur le terrain. Merci. Merci, monsieur Brier, et à bientôt. Merci.